Léon Bonnat, le maître du réalisme du portrait, 1883-1922, par Jean-Louis Bernard. Léon Bonnat vous parle. Découvrez son enfance, ses maîtres, ses portraits et la naissance du musée qui porte son nom. Un voyage sensible, coloré et inspirant à travers la lumière de Bayonne, Madrid, Rome et Paris. Un récit vibrant, accessible à tous. 1833, Bayonne, le premier souffle. Je suis né à Bayonne, un matin de juin 1833, dans cette ville où l'air porte encore l'odeur des embruns chargés du sel marin. Je revois les remparts, la Nive et l'Adour. C'est là que j'apprends, avant même de tenir un fusain, à respirer la lumière. Mon père, Joseph Bonnat, tient une librairie papeterie. Les pages craquent comme des feuilles d'automne et l'encre délivre un parfum de secret. C'est là, dans cette atmosphère de mots et de poussière chaude, que je commence à respirer la beauté. Les rayons du soleil tombent sur les livres, icônes sacrées, silencieuses. Je glisse mes doigts sur les pages, j'imagine que les auteurs dorment là, entre les lignes, et qu'il suffit d'un souffle pour les réveiller. En 1846, lorsque j'ai 13 ans, nous quittons Bayonne. Le destin m'appelle de l'autre côté des Chapitre 2, 1846-1853. Madrid, l'apprentissage auprès des maîtres. Madrid est une révélation. J'y vis de 1846 à 1853, de mes 13 à mes 20 ans. La lumière y tombe drue, plus sèche, plus tranchante qu'à Bayonne. Éclat du soleil, couleurs profondes, cris des marchés. Au musée du Prado, je découvre mes véritables maîtres. Velázquez m'enseigne la noblesse du réel, Murillo la douceur vibrante, Zurbarán la gravité que prend la lumière lorsqu'elle touche la peau d'un saint, Ribera l'émotion brute. Devant Goya, je sens pour la première fois qu'un peintre peut montrer la réalité nue, sans détour, sans complaisance. Cette audace me bouleverse comme un éclair de lumière. Leur clair-obscur, leur vérité, leur profondeur silencieuse, tout cela s'imprime en moi comme une seconde naissance. Je ne sais pas encore que ces influences animeront mes toiles comme des parfums que rien ne peut puis de son fils Federico, j'apprends la rigueur. Leur atelier sent l'huile de lin, les murs transpirent les siècles, et mes propres toiles, maladroites encore, brûlent de vouloir 1854, Paris, l'école des beaux-arts. En 1854, à 21 ans, jeune homme pauvre porté par l'ambition, je gagne Paris, un carton de dessin sous le bras. Je suis admis dans l'atelier de Léon Cognet à l'école des beaux-arts. Paris en effervescence bruise, gronde, crie. J'y connais la faim, la solitude. Je me souviens des nuits glaciales dans mon atelier de la rue de l'Université. Le poêle fume, ma bougie vacille plus que ma main. Je travaille jusqu'à l'aube. Parfois je m'endors debout, le pinceau encore humide, et je rêve que les modèles montent et descendent de l'estrade comme des fantômes. Mais c'est là que je deviens peintre. Regarde mon autoportrait, c'est à l'âge que je comprends. Peindre un portrait, ce n'est pas reproduire un visage, c'est écouter une âme. Chaque modèle a son silence, ses secrets, ses tremblements. Le peintre doit les respirer comme on respire l'odeur d'un fruit mûr. En 1857, je me présente au prix de Rome. Je n'obtiens pas le premier prix, mais un deuxième prix pour ma résurrection de Lazare. J'en suis d'abord déçu, meurtri, puis fier. 1858-1861, Rome, la révélation. Grâce à une bourse et à des appuis, je pars pour Rome où je séjourne de 1858 à 1861, de 25 à 28 ans. Italie, la lumière y danse différemment. Elle rebondit, elle caresse, elle dévore. Je copie les maîtres, j'étudie les corps comme des paysages, les paysages comme des visages. Quelle émotion le jour où je découvre Michel-Ange comme on rencontre un maître intérieur. Ces figures lourdes d'esprit et de destin me saisissent par leur force nue. Chaque muscle recèle une âme. Devant lui, je réalise que peindre n'est pas seulement représenter la rencontre de l'Espagne, de la France et de l'Italie. Un trio de couleurs qui plus jamais 1861-1880. Les grands portraits, la République et la vérité des visages. Dès mon retour à Paris en 1861, les salons parisiens m'ouvrent leurs portes.
Soudain, les grands de ce monde me sollicitent. Hommes d'État, écrivains, scientifiques, actrices en vogue. Les années 1860 à 1880, entre mes 27 et 47 ans, sont celles de mes grands portraits. Je veux montrer non la gloire des modèles, mais encore le froissement des robes de soie comme des vagues légères, l'odeur du parfum des femmes, jasmin, parfois violette, le tabac blond des ministres. Je peins Victor Hugo, dont les yeux contiennent toutes les tempêtes, Adolphe Thiers, Léon Gambetta, Pasteur, Jules Ferry, Sarah Bernhardt, tant d'autres encore. Chacun d'eux me laisse une trace, un souffle, une saveur. On dit que je suis le portraitiste de mon siècle. Je crois simplement être son témoin. Mon pinceau caresse la toile comme on pose une question. Qui êtes-vous vraiment? Peut-être. Mais affirmer que j'exprime la vérité, n'est-ce pas le plus beau compliment que l'on puisse faire à un être humain? Car mon pinceau dépeint l'authentique. Chapitre 6, 1861-1905, l'atelier et les élèves. J'ai enseigné toute ma vie. À partir de 1861 à Paris, j'ouvre mon atelier privé dans les odeurs de térébenthine, de bois, de poussière d'ocre. Puis je suis nommé professeur à l'école des Beaux-Arts en 1882 et chef d'atelier en 1888. Parmi mes élèves, certains vont devenir célèbres. Toulouse-Lautrec, Raoul Dufy, Gustave Caillebotte, John Singer Sargent. D'autres demeuraient anonymes. Mais tous m'offrent cette étincelle qui fait qu'un maître observe surtout l'éclosion des talents. Ils vibrent d'une jeunesse impatiente, fougueuse, je leur enjoins. Peignez ce que vous sentez, le reste n'est que mensonge. En 1894, j'achève le triomphe de l'art pour le Salon des Arcades de l'Hôtel 1900-1922, Musées nationaux et reconnaissance. En 1900, à 67 ans, je deviens directeur des musées nationaux, charge que j'assume jusqu'à ma mort. La même année, je suis élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur. En 1905, je suis nommé directeur de l'École des Beaux-Arts. Ces années sont celles de la maturité, de la responsabilité, du regard rétrospectif posé sur une vie déjà bien remplie. Mais je continue à peindre, parce que l'on n'abandonne jamais le geste. Chapitre 8, 1890-1922, retour intérieur à Bayonne, la collection et le don. À partir des années 1890, j'entreprends de réunir une immense collection d'œuvres anciennes et modernes. Je tiens à ce qu'un jour Bayonne, ma ville, puisse en profiter. En 1901, je décide donc de léguer ma collection, mes dessins, mes sculptures, mes achats, afin de constituer un grand musée. Y figure mon portrait de Léon Bonnat par Edgar Degas, l'Académie d'hommes tirant sur une corde de Théodore Géricault, Femme désespérée par José de Ribera, un autoportrait de Goya, un portrait du duc de Benavente par El Greco, le triptyque bayonnais par Henri Zo, une vierge de l'Annonciation du XIVe siècle, des sculptures, plus de 1800 dessins et gravures très prestigieux par Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Dürer, Rembrandt. Parmi les dessins flamands et nord-européens, des œuvres importantes comme Death of Hippolytus par Rubens, et bien sûr nombre de mes propres tableaux. C'est ainsi que naît le musée Bonnat, inauguré le 29 juillet 1923, un musée né d'un amour, celui de mon enfance. Je suis mort le 8 septembre 1922 à Monchy-Saint-Éloi dans l'Oise. Je n'avais pas revu Bayonne depuis longtemps, mais elle avait continué de vivre en moi, comme un parfum que rien n'efface. Aujourd'hui, si tu entres dans mon musée, si tu te tiens devant l'un de mes portraits, peut-être sentiras-tu encore le parfum de l'Espagne, la lumière sèche de Madrid, la chaleur dorée de Rome, la gravité parisienne, le souffle salé de Bayonne, la pulsation discrète d'un modèle qui un jour m'a confié bien plus qu'un visage, mais un peu de son âme. Et si tel est le cas, alors mon pinceau n'aura jamais cessé aujourd'hui le nom de Bonnat Helleux, afin de reconnaître également l'importance du fonds Paul César Helleux, un artiste dont la fille Paulette Howard Johnson a fait don de nombreuses œuvres au musée. Ce changement de nom reflète la richesse des deux collections, celle de Bonnat et celle de Helleux, désormais tous deux très présentes et valorisées dans le musée. Aujourd'hui, le musée Bonnat-Helleux que la ville de Bayonne rouvre finalement dans ce siècle nouveau. 5 rue Jacques Lafitte, 64 100 Bayonne. Horaire d'ouverture à partir du 27 novembre 2025,
tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h et de 12h à 20h le vendredi. Paul César Euleux, 1859-1927, est un peintre, graveur et pastelliste français né à Vannes en 1859. Élève de Jean-Léon Gérôme à l'École des beaux-arts de Paris, il se distingue rapidement par l'élégance raffinée de ses portraits, en particulier ceux des femmes de la Belle Époque. Son trait à la pointe sèche, vif et délicat fait de lui l'un des artistes les plus recherchés des cercles mondains. Ami de Whistler, de Boldini et Sargent, Helleu expose à Paris, Rome et New York, où son style remporte un immense succès. Il est également l'auteur du décor céleste gigantesque du plafond de la Grande Galerie du Grand Central Terminal à New York. Helleu meurt en 1927, laissant une œuvre lumineuse, toute de grâce, d'élégance et de lignes vibrantes, une célébration de la beauté féminine et du charme de son époque.